Bonjour, nous sommes le samedi 5 mai 2018 et je continue de vous raconter les aventures de Monsieur Trump, que j'ai baptisé désormais l'ennemi public numéro un du genre humain. Pourquoi? Parce que non seulement nous sommes sur une voie de garage et nous avançons comme un bolide vers le gouffre, mais lui, il pousse sur l'accélérateur, il essaye de renverser, d'annuler toutes les mesures que nous essayons de prendre pour au moins essayer de limiter les dégâts. Et voilà, il enlève tous les freins, donc on va tout droit vers le gouffre. Alors, comme j'ai déjà dit, je ne crois pas que ce soit un imbécile absolu. Il a choisi la politique du pire, il a choisi la politique consciemment ou inconsciemment, celle du bouquet final, où au moins ce seront les gens comme lui, les perdants, parce que malgré ses milliards, il se considère comme un perdant parce qu'il n'a pas la légitimité culturelle. Il vient d'un milieu où on a fait beaucoup d'argent sale, y compris peut-être lui-même, mais enfin ça on n'en sait encore rien. Mais en tout cas, ça a été le cas de son père qui a été condamné pour ça, et de son grand-père qui a gagné de l'argent de l'autre côté de la légalité. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, j'ai essayé de faire une petite vidéo hier matin. J'ai pas pu parce que j'étais dans un hôtel où la connexion était à ce point mauvaise qu'il aurait fallu des heures et des heures pour télécharger une petite vidéo. Et en plus, je vais me rendre à cet événement Télérama qui avait lieu dans un lycée dans le 9e arrondissement, très très beau lycée d'ailleurs, avec une belle histoire. J'essaierai de vous raconter rapidement dans les jours qui viennent avec quelques photos. Alors qu'est-ce qui s'est... Heureusement que j'ai pas fait cette petite vidéo hier parce que j'aurais dû voilà, dire le contraire ce matin. Heureusement que j'ai attendu un peu. Qu'est-ce qui s'était passé mercredi, dans la soirée, Monsieur Rudolph Giuliani, ancien maire de New York, un avocat qui vient d'être recruté par Monsieur Trump dans son équipe, se rend à Fox News, qui est la chaîne de télévision extrêmement favorable aux vues de Monsieur Trump, et dans l'émission de Monsieur Sean Hannity, qui est véritablement, je dirais, le porte-parole de Monsieur Trump dans la société civile. Il partage d'ailleurs le même avocat, ça a été découvert par un tribunal de manière un peu, comment dire, accidentelle, et puis ça a choqué un peu de le savoir, mais de toute manière, Monsieur Rudolph Giuliani se trouve chez Monsieur Hannity, et il arrive avec un scoop, c'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Trump a remboursé l'argent que son avocat, Monsieur Michael Cohen, les 130 000 $ que M. Cohen avait dit avoir versé de sa propre initiative à Madame Stephanie Clifford, connue dans le milieu du film porno sous le nom de Stormy Daniels. En fait, il s'avère, dit M. Giuliani, que cette somme a été entièrement remboursée par M. Trump lui-même, pas par le financement de sa campagne, par tranche de 35 000 $ qui ont été payés à la fois. Alors, est-ce que M. Trump est au courant de ça? Pas nécessairement, parce que voilà, son avocat a accès à son compte et puis il s'arrange de telle et telle manière. Alors, donc, alors que M. Trump avait nié savoir quoi que ce soit sur cette affaire, en particulier dans l'encoignure de la porte de son avion présidentiel Air Force No. 1, voilà que son avocat, son nouvel avocat, dans sa nouvelle équipe, dit non, l'argent a été remboursé, il n'y a pas de problème. Est-ce que M. Trump est au courant nécessairement des détails? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît avoir eu même une relation sexuelle avec cette madame? Non, non plus. Mais de l'argent à lui a été utilisé pour rembourser son avocat. Alors, qu'est-ce que fait M. Giuliani en disant ça? Eh bien, il dit, il ne le dit pas explicitement, mais il le dit implicitement, il n'y a pas eu infraction, en tout cas, au principe de financement des campagnes électorales. Bon, alors, c'est comme ça que tout le monde comprend ça. On est quand même un peu choqué parce qu'il dit clairement des choses qui vont entièrement à l'encontre de ce que Trump a dit jusque-là. Au point d'ailleurs que ce monsieur Sean Hannity est manifestement un peu choqué au moment où il entend ça dans la bouche de monsieur Giuliani. Il lui fait répéter, il lui demande de reformuler ce qu'il vient de dire, et il le fait. Alors, là on est mercredi soir, jeudi toute la journée,
tout le monde dit, tous les analystes, juristes et autres, politiciens, commentateurs de télévision, de radio, etc., de journaux, qu'est-ce que monsieur Giuliani a fait? Eh bien, il fait du damage control, il essaye de limiter les dégâts. Voilà, cette histoire de financement de campagne, ce n'est pas central à l'enquête de M. Mueller sur une collusion éventuelle avec la Russie, mais c'est très gênant aussi parce qu'il pourrait y avoir condamnation. Si vous vous souvenez, jusqu'à 10 ans de prison, 50 000 dollars associés au fait d'enfreindre délibérément le financement des campagnes et de le cacher. Donc, tout le monde s'est dit, M. Giuliani a fait un truc pas mal. Il a raconté d'autres choses aussi. Il a raconté un truc qui est un petit peu gênant par la suite parce qu'il a dit que M. Comey, l'ancien patron du FBI qui avait été licencié, révoqué par Trump, c'était quand même en rapport effectivement avec cette enquête avec la Russie. Les commentateurs, dans la journée de jeudi, expliquent tous que M. Giuliani, en essayant de limiter les dégâts, en fait, a probablement donné encore davantage d'arguments aux gens qui voudraient inculper M. Trump. Et on interroge pas mal le professeur de droit qui souligne effectivement toutes les erreurs involontaires qui ont été faites par M. Giuliani, qui est pourtant un avocat connu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la journée d'hier, vendredi? Monsieur Trump dit mon ami Rudolph Giuliani est un type sympathique, il n'a pas encore tout à fait compris exactement ce qui s'était passé, mais enfin bon, il est dans l'équipe et puis il a fait de son mieux, c'est pas trop gênant, etc. Alors, c'est-à-dire que donc Trump revient sur ce qu'a dit Giuliani, probablement parce que lui, à ce moment-là, essaie lui aussi de limiter les dégâts qu'a fait involontairement Giuliani. Et à la suite de déclarations de Trump, il y a effectivement Giuliani qui dit oui, mais enfin bon, vous avez bien compris, je suis nouveau dans l'équipe. Il y a un peu d'interprétation de ma part de choses que je crois comprendre sur le fonctionnement de M. Trump, mais je ne connais pas encore tout, etc. Il fait machine arrière. C'est-à-dire que depuis 3 jours, depuis mercredi soir, dans l'émission sur Fox News, dans les déclarations de vendredi, et surtout dans celles de samedi, parce que vendredi c'est surtout des analyses par des commentateurs, juristes, etc., qui montrent qu'en fait que Giuliani a peut-être fait pire que ce qu'il croyait. Il croyait limiter les dégâts, il a peut-être encore accru les dégâts. Et puis dans la journée hier, Trump d'un côté, Giuliani de l'autre, qui essaye de détricoter ce qui s'est passé mercredi. Alors, il y a d'autres éléments. Il semble que Giuliani et en fait il l'a reconnu, il n'a absolument pas coordonné son intention de faire ces déclarations qu'il a faites devant la télé mercredi soir. Il n'a absolument pas coordonné ça avec les autres avocats de Trump. Ni même avec la pauvre Madame Sarah Huckabee Sanders, qui est la porte-parole officielle de Trump, et qui s'était déjà vraiment fait étrier et de propre manière par la comique, comment on appelle ça, la chansonnière Michelle Wolf, lors de la petite fête qui avait eu lieu, la petite fête annuelle des correspondants de presse à la Maison-Blanche. La pauvre Madame Sarah Huckabee Sanders se trouve une fois de plus en position de faire des déclarations et que le lendemain, 5 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, Monsieur Trump dise exactement le contraire. Elle n'est absolument pas in the loop, elle n'est pas du tout apparemment mise au courant par tous les gens qui prennent des décisions en sens divers et assez désordonnées autour de M. Trump. On parle ce matin il y a pas mal de gens qui lui conseillent gentiment qu'il vaudrait mieux peut-être qu'elle donne sa démission avant d'être entièrement discréditée. Il y a un autre problème assez sérieux, c'est que M. Trump vient de recruter, enfin la chose n'est pas encore tout à fait, je crois que toutes les signatures ne sont pas sur tous les papiers, mais il a demandé à M. Emmett Flood de rejoindre son équipe. Alors M. Emmett Flood, c'est une personne qui a défendu Clinton à l'époque où
pas Hillary Clinton, Bill Clinton, William Clinton, à l'époque où il était président des États-Unis et où lui aussi était sous... il y avait une enquête du même type que celle sur Trump. Mais là, c'était à propos d'affaires qu'il avait fait dans l'État d'Arkansas, dont il était le représentant, dont il était le congressman, le député. Et donc, ce monsieur Emmett Flood, tout le monde considère qu'il a fait un excellent job à essayer de défendre monsieur Clinton. Monsieur Clinton finalement a été impeached et puis bon là la décision a été renversée par le Congrès. Mais donc ce monsieur Emmett Flood, qui est donc un juriste extrêmement apprécié, considéré comme voilà, un vrai professionnel. Lui non plus n'a pas été mis dans l'info, n'a pas eu accès à l'info de M. Giuliani, à son initiative, etc. Alors, tout ça fait très désordre. Qu'est-ce que les commentateurs disent? Ils parlent de climat de panique, c'est-à-dire que chacun essaie de faire ce qu'il peut et se retrouve pour aider ceux qui sont encore proches de Trump. Chacun prend des initiatives de son côté, mais cela va dans tous les sens et en fait ça ne fait encore qu'augmenter dans des tentatives de limitation des dégâts, on ne fait encore qu'augmenter les dégâts. Alors là aussi, les commentateurs disent Monsieur Emmett Flood, réfléchissez à 2 fois avant de vous retrouver avec un client qui n'est pas comme Monsieur Clinton, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute ce qu'on lui dit et qui suit les instructions de ce qu'on lui recommande. Le Monsieur Trump qui est un loose cannon, un électron libre, qui prendra toutes les décisions qu'il veut sans consulter plus personne. Tout le monde sait que dans son cabinet, il n'y a pratiquement plus personne, je dirais qui aurait une connaissance quelconque sur un sujet quelconque et qui prend ses décisions, voilà, comme ça lui vient de manière impulsive, intuitive, parce qu'il est convaincu que son intuition le conduira à la victoire. Même chose pour ce qui est des élections qui vont avoir lieu en novembre, les midterms, qui renouvellent une partie du Sénat et une partie du Congrès, du Parlement. Là, au lieu d'essayer de soutenir au moins tous les candidats républicains parce qu'ils auront déjà du mal à retrouver tous leurs postes, parce que c'est une constante dans ces midterm elections que tout le monde est toujours un peu déçu par le président et qu'on vote toujours un petit peu contre son parti. Mais là, M. Trump fait encore autre chose. Il essaie de trier parmi les républicains ceux qui sont, selon lui, ses amis et pas ses amis. Et là, il essaie il va torpiller, lui, un certain nombre de personnes dont il considère qu'ils ne sont pas loyaux à son égard, que ce ne sont pas des béni-oui-bi vis-à-vis de lui. Et donc là, on considère qu'il va encore faire tomber quelques têtes involontairement en essayant de faire le tri dans les républicains, entre les républicains populistes qui sont sa base et les républicains de l'establishment, les républicains des élites de la politique traditionnelle, aux États-Unis. Alors tout le monde lui dit c'est très dangereux parce que vous avez besoin d'avoir une majorité au Congrès et au Sénat. Parce que sans ça, s'il y a une majorité de type démocrate, elle n'hésitera pas une demi-seconde à lancer une procédure de impeachment, de révocation de vous. Alors faites très attention. Alors l'opinion, donc, c'est est-ce que M. Trump tombera avant novembre ou est-ce qu'il tombera en novembre? Ou encore troisième hypothèse, parce qu'on est dans tout à fait le non-vu, tout à fait dans l'inattendu, dans le non-vu, dans les choses qu'on n'a jamais rencontrées, qui passerait les élections de novembre, et qui sait, qui pourrait se représenter pour un deuxième mandat. Je ne crois pas que les bookies, que les bootleggers, que les gens qui prennent les paris pour qui encaissent les paris et qui déterminent les odds, les chances de gain. Je ne crois pas qu'il donne beaucoup de chance à M. Trump de survivre toutes ces épreuves jusqu'à la fin. Une chose est sûre en tout cas, quoi qu'il arrive, si le but de M. Trump c'est qu'on se souvienne de lui, alors là, oui, l'histoire du XXIe siècle, alors qu'il vient que de commencer, aux États-Unis en particulier, dans le monde en général, se souviendra de M. Trump. Quand on le critique, il double la mise. Il avait déjà demandé l'autre jour
que les Chinois diminuent de 100 milliards leurs importations aux États-Unis. Et comme les Chinois ont un tout petit peu haussé les sourcils, il a doublé la mise, c'est passé à 200 milliards. J'ai fait un article là-dessus qui paraît dans Le Monde, c'est lundi, après-demain, en France et dans l'Écho en Belgique. Alors voilà, M. Trump, c'est quelqu'un comme ça. De toute manière, on se souviendra de lui. Ah oui, aussi, il exige aussi de la Chine qu'elle ne subventionne absolument pas ces nouvelles technologies, et en particulier celles qui consacrées aux nouvelles énergies, aux énergies naturelles renouvelables. Voilà, voilà la personne dont il est important que nous tous, chacun à sa manière, essayons de faire tomber au moins cet ahuri. C'est pas un imbécile, il est pas fou, c'est un type simplement, il est dangereux. C'est pas un fou dangereux, c'est un fou machiavélique et sadique et tout ce que vous voulez. On peut pas le mettre à l'hôpital psychiatrique parce qu'il est pas, c'est pas un cas de psychose, mais c'est un type extrêmement dangereux néanmoins. Voilà, allez, passez un bon week-end.